Maintenant, le moment est venu d'ouvrir la première table ronde de notre journée sur la conjoncture économique. Et pour cela, je demande de me rejoindre à cette tribune à Karine Berger, Christian de Boissieu, Michel Didier, Pierre-Carlo Padoan et Tony Blanco qui va présider notre débat. Il faut juste que vous ne vous trompiez pas de chevalet, parce que j'ai l'impression que les histoires de chevalet sont mal barrées aujourd'hui. Christian, tu es là. Bien, Madame, Messieurs, je suis évidemment très heureux de vous souhaiter la bienvenue. La tradition veut que l'économie ouvre nos débats et en irrigue la suite. Votre rôle va donc être essentiel. Vous incarnez des générations différentes, des sensibilités variées, parfois des engagements opposés, mais c'est précisément de cette diversité que nous attendons l'éclairage qui manque cruellement à l'interprétation de la situation absolument exceptionnelle que nous vivons actuellement. Karine Berger, dans le petit monde des économistes, vous êtes en quelque sorte une des révélations de l'année 2011, peut-être 2012 aussi. Le lapsus va vous porter chance, vous verrez. Grâce à votre livre, Les 30 Glorieuses sont devant nous, et les États de la France sont très heureux de vous accueillir pour la première fois. Vous n'êtes pas seulement économiste, vous présidez la Fédération socialiste des Hautes-Alpes, où vous serez candidate aux élections législatives en 2012, d'où peut-être mon lapsus. Christian de Boissieu, vous êtes un vieux routier des États de la France, économiste réputé pour votre connaissance intime de la sphère financière. Vous ne risquez donc guère le chômage par les temps qui courent. Vous présidez aussi le Conseil d'analyse économique, en principe chargé de conseiller le gouvernement. Vous nous direz peut-être si ce dernier vous écoute. Michel Didier, vous êtes aussi l'un des fidèles des États de la France. Je crois que vous n'en avez manqué aucune édition. Vous présidez l'Institut de conjoncture COE Rexecode. Vos capteurs, ce sont principalement les entreprises. Au cours des précédentes éditions, ces capteurs vous incitaient à une certaine sérénité quant au développement de la crise. Vous nous direz si c'est encore aujourd'hui le cas. Pierre-Carlo Padoan, c'est une grande fierté pour les États de la France de vous accueillir. Vous êtes économiste et italien, originaire d'un pays qui nous a donné quelques frayeurs au cours des dernières semaines, mais votre patrie aujourd'hui, c'est le monde. Vous êtes secrétaire général adjoint et chef économiste de l'OCDE, une place de choix pour nous dire quelle direction indique votre boussole. Nous allons tous vous entendre dans un instant, mais conformément à la tradition, je demande à notre président de séance de bien vouloir ouvrir notre débat. Tony Blanco, vous êtes directeur général de Barclays Bank en France et à ce titre, l'un des partenaires des États de la France. Merci Gilles, bonjour à toutes et à tous. Alors, en réfléchissant ces derniers jours et ce week-end à cette table ronde économique, j'ai la curiosité de reprendre les notes que j'avais prises il y a un an à la table ronde précédente, et je suis tombé sur une citation de Jean-Hervé Lorenzi qui avait dit au début de son intervention une phrase qu'à l'époque j'avais trouvée particulièrement pessimiste et invraisemblable. Je cite « L'idée que la zone euro puisse éclater ne paraît pas absurde ». Et je me souviens qu'à l'époque, quand il a dit ça, une bonne partie de la salle semblait très sceptique. Alors évidemment, un an plus tard, ce scénario d'éclatement de la zone euro ne paraît pas tout à fait improbable, en tout cas pas impossible. Alors si je me place dans ma perspective de dirigeant d'entreprise, avec une casquette un peu particulière de banquier anglo-saxon, donc une casquette sans doute doublement suspecte aujourd'hui, pas très facile à porter, je suis forcé de dire qu'aujourd'hui, je sens auprès des équipes, du management, des acteurs économiques, beaucoup de désorientation, et peut-être pour alimenter la réflexion, 3 sources de perplexité. La première, c'est qu'aujourd'hui, planifier, investir, faire des choix, c'est devenu extrêmement compliqué pour un dirigeant, alors même qu'on est confronté au besoin de faire des changements structurels et sans doute à la pression venant des actionnaires des maisons mères, pour utiliser un jargon anglo-saxon, de faire des changements de business model. Donc, très difficile de prendre des décisions dans ce contexte-là. Deuxième source de perplexité, il y a un sentiment
selon lequel il n'y a plus de scénario central, il n'y a plus de scénario moyen. 2012 sera binaire, soit une reprise, soit un effondrement. Et puis enfin, et d'ailleurs ça conduit les entreprises à avoir un comportement extrêmement court-termiste, je dirais à la semaine et au mois, et plus beaucoup de visibilité au-delà. Et puis enfin, je ressens une très très forte attente vis-à-vis des politiques, mais aussi en même temps une grande interrogation, voire un scepticisme quant à leur capacité à agir avec l'ampleur et la vitesse nécessaires. Alors évidemment, du coup, je crois qu'il va nous être très utile d'entendre nos amis économistes nous éclairer à la fois sur le court terme, les scénarios pour 2012, et sur le moyen terme, l'horizon du prochain quinquennat. Et je devrais dire, pour conclure cette introduction, que je suis bien conscient du fait qu'il est toujours beaucoup plus facile de poser des questions que d'y répondre. Et c'est avec grand plaisir que je vais laisser la parole aux experts. Merci. Bien. Merci beaucoup, Denis. Je voulais annoncer au début, nous allons ouvrir chacune de nos tables rondes avec un bref coup de projecteur sur l'enquête de l'INSEAD que nous a déjà commencé à présenter Peter il y a un instant. Je demande à Ludo van der Heyden de rejoindre le pupitre. C'est lui qui, à la tête d'une petite équipe, d'un petit commando, a conduit ce travail. Alors, pour ta première intervention, Ludo, d'abord, une question. Quelle est l'originalité de cette enquête? Évidemment, nous n'allons pas vous la décrire en détail. Vous l'avez dans les dossiers qui vous ont été remis et je vous invite à la lire de bout en bout parce qu'elle est absolument passionnante. On va juste, aujourd'hui, en sortir les faits saillants. Donc, quel était le sens de ta démarche? Merci Gilles. Le sens de la démarche, c'est un peu la démarche de l'INSEAD, c'est-à-dire que c'est un bilan à la frontière. L'INSEAD est la frontière entre la France et l'étranger. Donc là, c'est un bilan assez différent des bilans ordinaires. Le panel est tout à fait unique. C'est des gens quand même qui sont très forts, très actifs sur l'international. 25% de Français, 75% d'Européens, 25% des gens du reste du monde. Vu informés du monde des affaires, si les professeurs ont été bons et qu'ils ont tous eu leur diplôme, quand même, ils ont une éducation du business. Et je dirais, vu aussi informés sur la France, 75% de ces internationaux sont des gens qui ont vécu en France et qui sont très positifs sur la France. Ça, je crois que c'est à souligner. 35% de ces MBA très rationnels disent adorer la France. Donc il n'y a pas de biais négatif, il n'y a pas de notion de French fries et des choses comme ça. S'il y a un sentiment sévère, c'est peut-être plus un sentiment de déception vis-à-vis d'une patrie ou d'une nation ou d'une région qu'on aime. Et finalement, et chose complètement remarquable, les vues des Français convergent exactement avec les vues des non-français. Donc il n'y a pas une vue française et une vue non-française, il y a une vue globale des étudiants, un brainwashing réussi par les professeurs peut-être, mais disons, il n'y a pas ici de biais. Donc le premier, c'est une vue de la frontière, très différente. Et alors la seconde, c'est la méthodologie assez unique. Alors, vous avez fixé 4 axes, ce que tu appelles les énergies, et c'est sur ces 4 axes que vous avez interrogé les MBA actuels ou anciens. Alors, présente-nous très très brièvement les 4 axes. Il y en a 2 qui sont, disons, plutôt classiques, traditionnels, les résultats, les performances. Mais comme ce sont les États de la France, ce n'est pas uniquement les performances économiques, mais c'est aussi les performances politiques, les lois, les programmes, etc. Donc la performance physique, que fait la France? Les talents et les compétences, qu'on peut nommer traditionnellement l'intelligence française que tout le monde vient chercher, le deuxième axe, les 2 axes objectifs. Et puis la nouveauté sont déjà introduites l'an passé, les axes plus subjectifs. Un axe émotionnel, c'est-à-dire la capacité de gérer les émotions parfois négatives, de crainte vis-à-vis d'un monde en complète évolution. Et un 4e axe nouveau cette fois-ci, c'est-à-dire l'esprit. Quel est l'esprit collectif? Quel est l'esprit de gagne? Et alors ce qu'il faut dire, c'est que pour être à grande performance, il faut que les 4 axes énergétiques aillent dans la même direction. Alors, on verra la synthèse de cette étude lors de ta dernière intervention cet après-midi. Aujourd'hui, ce matin, nous allons nous concentrer sur les thèmes économiques, puis politiques, et puis cet après-midi, sociaux et internationaux. Alors, sur le plan économique, quels sont les grands enseignements de l'étude? Les grands enseignements sont que, point de vue, disons, classique, talent et compétences, alors que ce n'est pas nécessairement le tout bon score qu'on aimerait, les talents et compétences sont là. Donc l'intelligence économique
dans les marchés, même, disons, dans le secteur public, social, etc., est là. Malheureusement, le plus mauvais score, qui est aussi, disons, en France, on pourrait dire un gisement de potentiel considérable, c'est que la performance n'est pas à la hauteur des compétences et des talents. Et pourquoi ? Parce qu'il y a un déficit de capacité de changement qui est vu comme moyen, et surtout un esprit d'entreprise et de culture business qui est vu comme déficient. Tu dis dans d'autres mots ce que disait le président de l'Assemblée nationale il y a un quart d'heure. Que je remercie pour son résumé remarquable et sa belle réaction et franchise vis-à-vis d'une étude qui peut être très sévère. Alors, l'étude permettait aussi de dégager un certain nombre d'axes. Alors, je crois qu'on les voit apparaître derrière moi. Tu ne vas pas les lire tous parce que tout le monde peut en prendre connaissance. Quels sont ceux qui te paraissent essentiels, notamment, et qui vont probablement revenir dans le cours de notre débat? Gilles, vous êtes un professeur remarquable. Vous me guidez dans la bonne direction. Je présenterai ma candidature à l'INSEAD le jour venu. Je dirais le plébiscite, disons, de common sense. Arrêtons de ne pas vivre dans les moyens. Donc ça, c'est le plébiscite de 90% des répondants, réduction de la dette et des dépenses. Ce qui, je dois dire, pour les gens du business, avoir un déficit, disons, de dépenses de 3% n'est pas un grand problème. Il est toujours facile de raboter ici et là et de gagner 3% sur un budget de famille ou sur un budget d'entreprise. Donc ça, c'est les grands enseignements, je ne vais pas les répéter. Disons, ce qui est plus intéressant, c'est le biais de l'étude, une plus grande ouverture sur les marchés et sur l'international. Il est vrai, ça confirme que c'est quand même les agences de notation, les marchés financiers qui amènent la France à être sérieux vis-à-vis d'une dette qui n'arrête de croître. Et alors, finalement, les politiques européennes, c'est-à-dire les solutions, ne sont pas uniquement en France, mais les solutions doivent se trouver en collaboration avec les Européens. Et finalement, surtout dans le domaine économique, une réduction du rôle de l'État. Très bien. Merci beaucoup, Ludo, et à tout à l'heure pour la table ronde politique. Bien, alors, je dois vous faire un aveu. Nous avons beaucoup travaillé. Et quand je dis nous, c'est toutes les personnes qui sont autour de cette table. Nous nous sommes rencontrés, nous avons échangé pour voir les questions que nous devions aborder au cours de cette table ronde. Alors, ça ne sera pas une succession de topos magistraux. Nous allons essayer de répondre les uns et les autres, pas forcément tous à chaque fois, à un certain nombre de questions importantes qui sont certainement les questions que vous vous posez. Alors, comme je vous l'ai indiqué en début de journée, il y aura deux parties dans notre table ronde. D'abord, essayer de définir le profil très incertain de 2012, ça c'est l'exercice prédictif, et puis il y aura une seconde partie qui essaiera de recenser quelles seraient les conditions d'un quinquennat 2012-2017 réussi, ça c'est la dimension plus volontariste. Alors, première question que j'adresse à nos quatre experts, qui découle d'ailleurs directement de l'intervention de Tony tout à l'heure, le scénario global. Tony disait il n'y a pas de scénario moyen. Je crois que c'est quelque chose qui, en effet, semble certain. J'aimerais très rapidement que les uns et les autres, vous nous disiez quel est votre scénario 2012. Est-ce qu'on continue à descendre dans une sorte de spirale infernale qui a été un peu celle que nous connaissons particulièrement depuis l'été dernier, ou est-ce qu'elle a une chance de se stopper et de remonter ? Voilà un petit peu ce sur quoi on a envie de vous entendre. Ensuite, on posera des questions plus précises, plus thématiques, mais déjà, votre scénario global. Karine Berger. Bonjour à tous, merci beaucoup. Alors, en fait, je vais être contrarienne avec l'un et l'autre. C'est toujours un plaisir de commencer comme ça. C'est très bien. En pratique, on parle beaucoup de crise économique parce que les marchés financiers font des grands 8 depuis l'été dernier, même d'ailleurs depuis avant, mais notamment au cours des dernières semaines. Mais pour autant, si on regarde les indicateurs économiques, bêtement et méchamment, on n'a pas d'alerte. Le troisième trimestre, qui est le dernier connu, est une croissance de 0,4% grosso modo en Europe et en France, c'est-à-dire une croissance annuelle de 1,6%, c'est-à-dire en fait la croissance moyenne annuelle de la France depuis 10 ans. Donc en fait, à ce stade, on n'a pas d'indicateur économique catastrophique. Et à vrai dire, c'est mon scénario de base de l'année prochaine, c'est-à-dire qu'on risque d'être plutôt dans un scénario moyen. On sera vers 0 à 1% de croissance.
parce qu'on a un ralentissement de la demande, c'est vrai, on a un ralentissement de la consommation des ménages, ça c'est très net. On a des débuts d'essoufflement d'investissement des entreprises, notamment via des mécanismes de contraction de crédit. Mais enfin, globalement, on n'est absolument pas à ce stade, absolument pas, dans la situation de l'automne 2008. Et on n'est pas donc à la veille d'une récession. Sauf si on fait une grosse bêtise. Alors c'est quoi la grosse bêtise ? C'est évidemment ne pas trouver une solution à la crise de liquidité qui est en train de se créer. Alors, on va y venir ensuite. Merci c'est exactement ce qu'on attendait de vous. Une réponse synthétique et nette. Pierre-Carlo Padoan, est-ce que vous êtes aussi en opposition avec cette idée qu'il n'y aurait pas de scénario moyen ? Nous avons en fait, bonjour surtout, nous avons en fait produit un scénario que nous appelons des demi-mesures. En anglais, c'est muddling through. C'est-à-dire que c'est un scénario central, mais que nous ne croyons pas que ça sera la réalité pour les 2012 et 2013. Il y a aussi des autres scénarios, un scénario pessimiste qui va voir une récession très profonde aux zones euro, mais aussi aux États-Unis, qui est provoquée par l'absence de mesures. Dans ce point de vue-là, je suis d'accord. Mais aussi, nous proposons un scénario optimiste, c'est-à-dire que c'est possible pour la politique de changer les choses d'un point de vue dramatique et faire répartir l'économie globale en grande vitesse. Quelle est la probabilité que vous accordez à chacun de ces trois scénarios, si je peux vous demander de vous engager un tout petit peu plus loin ? On m'a demandé ça beaucoup de fois. Ma réponse est nous n'avons pas de chiffres, mais maintenant, le scénario tragique des crises, c'est beaucoup plus probable que le scénario optimiste. Ça, c'est une réponse. Michel Didier, même question, votre scénario global. Bien, pour imaginer la suite, il faut regarder une minute où nous sommes aujourd'hui. Je rejoins Karine Berger, même peut-être encore plus précisément. Aujourd'hui, le monde est en croissance. Nous ne sommes pas du tout dans une crise conjoncturelle mondiale, à la différence complète de 2008-2009. Je vous donne des chiffres. Le taux de croissance de l'ensemble du monde hors Europe, c'est-à-dire notre environnement mondial, a été de 3,7% l'an au premier trimestre. C'est des chiffres élevés. 3,4 au deuxième, 4,1 au troisième trimestre, et il devrait être encore de l'ordre de 3,5 au quatrième trimestre. Nous sommes dans un monde en croissance. C'est le problème intra-européen, et lui seul, qui a cassé la reprise européenne qui était en train de démarrer. Alors, pour l'instant, c'est un fait qui va avoir une incidence, évidemment, sur la croissance 2012. La croissance européenne s'est dissociée de la croissance mondiale. C'est récent. C'est plus vrai dans les têtes que dans les faits. Quand on regarde la production industrielle jusqu'à septembre, jusqu'au mois récent, il n'y a pas de récession. Mais je pense que ce qui est dans les têtes aujourd'hui, qui est en train d'y rentrer et malheureusement de s'y implanter, va nous conduire à un quatrième trimestre probablement négatif, et sans doute aussi à un premier trimestre 2012 légèrement négatif. Vous êtes sur quel chiffre de croissance globale pour 2012 dans vos scénarios majoritaires, votre scénario dominant ? Qu'est-ce que c'est dominant ? 50-50, c'est dominant ? C'est normand, moi je dirais. Et le problème est en effet que je pense que les pays de la zone euro sont un peu comme Dante, si on peut faire une petite incursion dans la poésie historique, au début de la Divine Comédie, c'est-à-dire au début de son entrée dans l'enfer, et lorsqu'il écrivait « Quand j'étais au milieu du cours de notre vie, je me vis entouré d'une sombre forêt, après avoir perdu le chemin le plus droit. » Et à mes yeux, les pays de la zone euro sont exactement dans la situation de Dante. Ils ont perdu le chemin et ils se sont peut-être en train de s'égarer dans une forêt de traités, de règles d'or, de sanctions automatiques, etc. Et je crois qu'il faut revenir à l'essentiel aujourd'hui. On va y venir. Merci. Alors on peut espérer, je termine justement sur les 50-50,
pour répondre à ta question, on peut espérer en fait aujourd'hui encore, et c'est le chemin que nous avons, que finalement ce stress dans lequel on est se dégonfle progressivement. Et si c'est le cas, non seulement la croissance se maintiendra, mais je pense qu'elle réaccélérera assez significativement au deuxième semestre et peut-être même dès le printemps 2012. Mais alors, quelle serait l'année 2012 si, une nouvelle fois, dans les semaines qui viennent, le scepticisme l'emportait à nouveau et à nouveau des divergences importantes au sein de la zone euro réapparaissaient? Là, je crois que nous serions dans un scénario négatif. Merci beaucoup, Michel. Ce que Karine appelait à l'instant la grosse bêtise. Christian, ton scénario. D'abord, bonjour, et ensuite, je préside, comme tu l'as dit, le Conseil d'analyse économique auprès du Premier ministre, et le Premier ministre a dit que la croissance française en 2012 serait de 1%. Bon, alors... Et donc, c'est un chiffre qu'il a tiré de son chapeau ou de tes conseils? Non, il est assez grand pour réfléchir tout seul là-dessus, même s'il peut s'entourer évidemment de conseils d'économistes. Je veux dire par là que, à titre personnel, moi je rejoindrais volontiers des prévisions un peu moins optimistes des organismes internationaux. Je m'abrite lâchement derrière les prévisions des organismes internationaux, y compris de l'OCDE ou du FMI, pour dire probablement on sera peut-être un peu en dessous, entre 0 et 1%, entre 0,5 et 1%. Je pense aussi qu'il ne faut pas revoir tous les mois les prévisions de croissance. Et ça, c'est un point sur lequel j'avais été interrogé lors de la dernière prévision gouvernementale, parce que l'OCDE était sorti quelques jours après. On m'avait dit, est-ce qu'il faut revoir ça à la baisse? On ne peut pas courir après les événements. Si le gouvernement, au début de l'année 2012, à la lumière de ce qui sera passé dans la zone euro et ailleurs, a envie de revoir sa prévision de croissance, j'allais dire avant la présidentielle, il faudra qu'il le fasse. Ça sera à lui de décider, ça ne sera pas à moi. Mais je dis, ça me paraît une mauvaise idée, toutes les 3 semaines, de travailler avec un nouveau chiffre. Deuxième remarque, Michel l'a dit, la crise est localisée dans les pays les plus avancés. Pour moi, ce n'est pas uniquement la zone euro. Les États-Unis vont moyennement, même si le taux de chômage a baissé en novembre. Cette baisse du chômage américain m'interpelle un peu tellement elle est forte d'un mois à l'autre. Et au fond, le problème, c'est le découplage de croissance entre les pays émergents et les pays les plus avancés. La zone euro, la crise de la zone euro ne nous aide pas, mais les pays qui vont moyennement, même s'ils ne sont pas en récession, sont les pays les plus avancés. Troisième remarque sur 2012, un événement qui va être important et qui ne va pas être positif, c'est la convergence des taux de croissance entre l'Allemagne et la France. Après la très forte récession allemande de 2009, l'Allemagne a rebondi plus fort. Elle a été un peu une locomotive de la croissance dans la zone euro en 2010 et en 2011, avec un taux de croissance nettement supérieur à la moyenne de la zone euro. Je ne sais pas où on sera du côté français, mais l'équation que je poserai volontiers pour 2012, c'est croissance allemande égale croissance française, pour des raisons sur lesquelles on reviendra, qui tiennent aussi d'ailleurs, même si la croissance mondiale va rester là à 3, 3,5%, elle va quand même un peu ralentir. Troisième et dernière remarque, moi ce qui m'a frappé dans les débats jusqu'à présent, c'est qu'on n'a pas évoqué le mot chômage. Si on est même à 1%, et a fortiori si on est en dessous, ça veut dire que le chômage global augmente dans la plupart de nos pays et le chômage des jeunes va augmenter plus fort. Alors, je regardais dans l'enquête de l'INSEAD, il n'y a pas de ligne chômage. Le chômage apparaît indirectement à travers les problèmes d'éducation et de formation, si on veut. Parce qu'effectivement, j'imagine que les élèves qui ont un MBA de l'INSEAD, ils n'ont pas de problème pour se caser. Bon, le problème central dans les pays les plus avancés, ce n'est pas l'inflation, ce n'est pas le risque d'inflation, c'est les problèmes de chômage et de chômage des jeunes. Et là, avec des conséquences évidemment négatives ou de rétroaction sur une partie de la demande intérieure. Donc, quand on parle de l'évolution de la consommation, de l'investissement, c'est difficile de ne pas intégrer une hypothèse sur l'évolution du marché du travail. Alors, on y reviendra à cette question du chômage, notamment sur le deuxième chapitre, sur les conditions d'un quinquennat réussi, parce que je pense que tous vous soutiendrez l'idée que c'est un des enjeux majeurs des prochaines années en France. Alors, on va continuer notre discussion sur le scénario 2012 en rentrant dans un certain nombre de détails. Vous avez tous dit que d'une certaine manière, votre scénario dépendait de ce qui allait ou de ce qui se passe
en Europe, de ce qui allait se passer ou de ce qui se passe déjà en Europe. Donc la question que je vous pose est absolument claire. Est-ce que l'Europe aujourd'hui est en train de prendre les bonnes décisions, les bonnes mesures, adopter les bonnes attitudes pour justement éviter cette explosion de la crise de la zone euro que Jean-Hervé Lorenzi nous avait dit comme possible il y a un an, qu'il est devenu encore plus depuis un an, qui serait probablement la grosse bêtise que soulignait Karine Berger tout à l'heure. Qui veut répondre en premier? Karine, allez-y. Je reprends le cercle de table. Malheureusement, non. Malheureusement, à ce stade, les réponses de politique économique européenne ne donnent pas d'éléments concrets pour faire face à la question qui est posée par les marchés financiers, qui est double d'ailleurs. Il y a une première question qui est, grosso modo, qu'est-ce que vous faites en cas de choc, de déflation? C'est ce que Christian vient de souligner. Le problème, ce n'est pas l'inflation, le problème, c'est la déflation. C'est quoi une déflation? C'est l'idée qu'en fait, la contraction nominale des économies se produit pour des raisons de déséquilibre antérieur. La seule réponse en cas de déflation à une crise, c'est la politique monétaire. Il n'y a pas 36 en histoire économique. On sait tous que face à une crise nominale, à une crise de liquidité, la seule réponse, c'est la question de la politique monétaire. Malheureusement, les 16 sommets européens dans les 21 derniers mois n'abordent pas de manière claire ce qu'on fait avec la politique monétaire, l'inverse de ce que font le Royaume-Uni et les États-Unis aujourd'hui. Aujourd'hui, le Royaume-Uni et les États-Unis jouent à fond la politique monétaire parce qu'on est en phase d'une crise classique de liquidité nominale, de contraction nominale. Puis il y a une deuxième question qui est posée par les marchés financiers et par les investisseurs du monde entier. C'est quoi votre scénario de croissance à long terme en zone euro? C'est 0 à 1% comme le Japon pendant les années 90 et 2000, ou c'est 2%, 2,5% et ça, cette question-là n'est pas non plus abordée par les réponses politiques aujourd'hui, puisque la seule réponse qui, à ce stade, est mise sur la table, c'est du contrôle budgétaire ultra strict avec des mécanismes de sanctions automatiques. Ce n'est pas le sujet posé. C'est un très bon sujet, hein, la question du contrôle budgétaire en Europe, mais ce n'est pas le sujet du moment. Le sujet du moment, c'est la politique monétaire, la question des moyens, des voies et moyens pour faire que la croissance de long terme, la croissance de l'offre, soit dans la zone euro. Et cette absence de réponse est un vrai problème pour 2012. Christian, tu partages ce point de vue? En partie, mais je voudrais préciser ce point. Quand on aborde la question européenne, il y a le feu dans la maison, il y a la question de savoir des réponses qu'on apporte à très court terme. Et puis, il y a les perspectives qu'on donne, disons, à moyen long terme. Sur le feu dans la maison, mon sentiment, c'est qu'on est dans, je ne sais pas s'il faut dire ce marchandage ou ce compromis qui se dessine, qui va forcément impliquer, et là je rejoins Karine, qui va forcément impliquer la Banque Centrale Européenne, même si on n'en a pas parlé hier à l'Élysée, la BCE. Et qu'on n'en parlera probablement pas non plus publiquement au sommet européen oui, cette mais semaine. Ça me gêne un peu qu'on n'en parle pas, parce que je pense que quand on est dans ce compromis-là, de ce nouveau contrat, je dirais pas social, ce nouveau contrat européen implicite ou explicite, avant même de parler de traité, il y a ce contrat, avant de parler de traité, où il y a finalement chacun cède une partie du terrain ou cède quelque chose. Et je pense qu'il faut accepter que la Banque Centrale Européenne joue son rôle de prêteur de dernier sort vis-à-vis de la zone euro. Et je pense qu'il y a moyen quand même de rassurer nos amis allemands sur ce terrain-là, sur le fait que ce n'est pas parce qu'elle jouerait ce rôle-là qu'il y aurait nécessairement une relance de l'inflation dans la zone euro. Que je sache, l'inflation ne déborde pas aux États-Unis aujourd'hui. Et pourtant, la Fed porte 17% de la dette publique fédérale américaine. Donc, cherchez l'erreur. C'est un peu plus compliqué que ce qu'on croit sans doute du côté de l'autre Rhin. Il y a le débat sur le Fonds européen de stabilité financière, c'est aussi ce que j'appelle le court terme, avec en ligne de fond le mécanisme européen de stabilité, où là, je pense que la manière de casser la spéculation sur les marchés, c'est de ne pas fixer de limite a priori aux ressources de ce fonds. Moi, depuis le début, 440, 1000, qui d'ailleurs ne sont pas encore autour de la table, on ira peut-être vers 2000. Mais dès que vous fixez une limite quantitative, vous donnez envie au marché de tester la crédibilité politique de cette limite. Donc je pense que si dès le début, on avait dit le fonds européen, on mettra ce qu'on veut y mettre, et on n'indique pas le montant, ça aurait en fait permis d'économiser de l'argent plutôt que d'en dépenser.
Bon, il y a ça, des concessions du côté allemand, du côté des autres et de la France, il y a tout ce qui a été dit sur les aspects budgétaires, et je pense que ce compromis est indispensable pour qu'on ne tombe pas dans le gouffre, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on est au bord. Le traité, bien sûr, mais s'il faut attendre la ratification totale des 17 ou des 27, on sera mort d'ici là. Donc, il faut gérer la crise et ensuite réconcilier le droit et le fait. Il ne faut pas inverser les choses. Et dernier point, je rejoins Karine sur le fait, et Bernard Accoyer l'a dit tout à l'heure, c'est qu'il disait il faut marcher sur les deux pieds, ça revient même, moi je dis il faut marcher sur les deux jambes, c'est la même idée. Mais je pense que ce qui serait crédible en ce moment pour accompagner les efforts de consolidation budgétaire et d'encadrement des budgets, c'est d'être précis sur des mesures d'initiative en faveur de la croissance au plan national et au niveau européen. Il existe Je t'arrête, on va y venir dans 3 minutes. 3 minutes, parce que on va continuer à dérouler, mais c'est en effet un des chapitres qu'on va aborder juste après. Pier Carlo Padoan, est-ce que l'accord qui se dessine après le sommet franco-allemand de l'Élysée hier, qui va peut-être se traduire dans des décisions au sommet européen de la fin de semaine, est-ce que ça fait varier un tout petit peu votre pondération sur le scénario pessimiste de l'OCDE ou pas du tout? Alors, je vais répondre. Je vais déjà écrire ma réponse en avance. Je crois qu'on a besoin de 4 niveaux d'action au niveau européen. Le premier, c'est dans le court terme, c'est d'arrêter les contagions. Ça, c'est le BCE qui doit faire ça. Deuxièmement, il faut donner des substances à les décisions qu'on a prises le 26 octobre, c'est-à-dire les FSF, bien sûr, mais aussi comme résoudre la question du capital bancaire. Il faut faire ça avec l'intention de ne pas générer une pression à la baisse quand on fait un ajustement du capital bancaire. Troisième niveau, il faut résoudre la gouvernance. Mais là, il faut faire attention. Ce n'est pas seulement une question de gouvernance fiscale. C'est aussi une question de gouvernance économique. Il faut prendre des décisions sur la question suivante. Comment on peut faire des ajustements équilibrés dans une union monétaire où, bien sûr, il n'y a pas de taux de change. Alors, il faut améliorer beaucoup les marchés des produits, les marchés de travail pour achever ça. Quatrième niveau, il faut que les pays font son devoir, c'est-à-dire tous les pays ont un besoin de consolidation fiscale en différents degrés, bien sûr, mais aussi ont besoin, nécessité de faire des réformes structurelles pour relancer la croissance. Alors, il faut faire toutes ces choses pour regagner la confiance. Quand je vous écoute, on ne les a pas encore, ces 4 conditions, hein? Non, alors c'est la réponse à ta question sur la probabilité. D'accord. Michel, c'est pas facile de passer en dernier, mais je sais que tu t'en tireras très bien. Non, mais moi je suis assez d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, mais le problème c'est que, par exemple, pour reprendre le dernier propos, quand on dit il faut que les pays fassent leurs devoirs, c'est justement à ça que les marchés ne croient pas aujourd'hui. On peut toujours annoncer qu'on va faire notre devoir. Ça fait longtemps qu'on dit qu'on va réduire les déficits, etc. Les marchés n'y croient pas. C'est des promesses d'ivrogne. Alors, il y a le feu. Et le feu, il faut l'interrompre rapidement. Pour moi, les choses se résument à un point essentiel. Bien sûr, il y a d'autres choses, mais un point essentiel, c'est que le cœur du sujet, pour les mois qui viennent, pour les semaines qui viennent, c'est d'empêcher définitivement les arbitrages des marchés entre la dette française et la dette allemande. Si on met un coin, ce qui a failli se produire il y a une quinzaine de jours, heureusement ça s'est atténué, si les marchés mettent un coin entre la France et l'Allemagne, il n'y aura plus de zone euro. Il n'y a plus personne pour répondre à ce risque. Alors c'est possible. Et ce qui est à l'œuvre cette semaine, tu l'accueilles comment? Tu te dis, c'est encore un coup d'épée dans l'eau ou c'est le début où on a donné le coup de pied au fond de la piscine? C'est quoi pour toi? En tout cas, je ne peux pas dire que c'est la réponse à mon objectif d'empêcher définitivement de mettre un coin entre la France et l'Allemagne. J'ai personnellement une autre solution qui me semble jouable,
mais vers laquelle on va en ce moment, qu'on est en train de chercher, mais on n'a pas franchi le dernier pas. On va ouvrir le débat sur la croissance qui a commencé à ouvrir, évidemment, très pertinemment, Christian. Juste une question ponctuelle, parce qu'elle est d'actualité et que même les radios en parlent. Vous vous rendez compte, maintenant, les radios grand public parlent de la notation financière de la France. Qui eût pu penser ça il y a encore quelques mois ou quelques années? On va la perdre, cette note, ou on ne va pas la perdre? Christian. Je vais dire un mot qui embraye sur ce qu'a dit Michel. Tu vas quand même répondre à ma question. Mais je vais répondre à ta question en revenant sur le point de Michel. Je peux faire d'une pierre deux coups. Oh, mais ça, je sais. Ça va dépendre. Je veux dire, le lien entre la notation et les spreads de taux, les liens jouent dans les deux sens. Et on est plutôt, à mon avis, dans une situation où la révision de la note dépendra de l'évolution des spreads. Le spread français sur le 10 ans est retombé depuis quelques jours en dessous de 100 points de base. Mais ce n'est pas nécessairement gagné. Ma prédiction, purement intuitive, parce que tout ça ne relève pas d'un théorème, ma prédiction, c'est que si le spread français vis-à-vis de l'Allemagne reste pendant quelque temps, suffisamment longtemps, en dessous de 100 points de base, je pense que ça aidera soit à être dégradés tous ensemble, c'était la menace d'hier de Standard & Poor's, soit à maintenir le spread français. Si par contre, la notation française, si par contre, pour une raison ou pour une autre, le spread français devrait se réinstaller, comme il l'a fait il n'y a pas très longtemps, au-dessus de 100 points de base durablement, là, ça sera difficile d'éviter. L'action tombera. Sur ce point, vous ne reprenez peut-être pas tous la parole, sauf s'il y a un avis contraire ou qui diverge ou qui nuance celui de Christian. Oui, Karine? Il y a juste quand même un petit point depuis hier soir, c'est que la France sera plus dégradée que les autres. Enfin, c'est pas rien comme information. C'est-à-dire que... alors, la réponse à votre question est simple. Est-ce que ça sera dégradé ou pas? 2 heures après le communiqué de l'Élysée, Standard & Poor's s'annonce que de toute façon, on ne la regardera pas, le AAA. Je crois que, voilà, malheureusement, d'une certaine façon, les dés sont en train de rouler. Vous la dite. Ou alors, en tout cas, ceux qui ont la décision dans les mains ont donné leur avis. En revanche, il y a une information absolument clé d'hier soir, c'est qu'on considère au niveau des agences de notation que le système bancaire français est particulièrement un élément du problème actuel. On va y revenir. Michel, sur ce AAA un peu fétiche, mais essentiel. Moi, ça m'est complètement égal qu'on perde le AAA si on n'est pas les seuls à le perdre et si l'ensemble des grandes dettes européennes perdent ensemble le AAA. Je rappelle que lorsque les Américains ont perdu leur AAA, le taux d'intérêt a baissé sur la dette américaine. Les gens se sont précipités pour acheter de la dette américaine. D'où ma solution. Peut-être ne souhaites-tu pas que... Si, vas-y. D'où ma solution. C'est... Quel sens du teasing, Michel? Très vite. Ah non, c'est toi qui tease, là. Non, d'où mon hypothèse, ma solution, je ne sais pas, mais mon hypothèse, c'est de fusionner, je caricature pour faire comprendre, c'est de fusionner immédiatement les dettes allemandes et françaises. C'est-à-dire qu'il n'y ait plus qu'une seule dette pour l'Allemagne et la France. Alors, nous sommes des pays comparables. Je vais même un petit peu au-delà. Je fusionnerai immédiatement l'ensemble des dettes AAA de la zone euro. Nous sommes 6 à 7 pays. Bon, nous pouvons le faire. Ça nous donne un marché de la dette européenne de 5 000 milliards d'euros. C'est juste derrière les États-Unis et de meilleure qualité que les États-Unis. Alors que cette dette soit AAA ou AA demain, ça m'est complètement égal. Le monde entier prêtera à l'Europe. Et avec cet argent, nous pouvons parfaitement soutenir l'Italie, la Grèce et l'ensemble du reste de la zone euro. Et la zone euro est sauvée. Alors, on reviendra au couple franco-allemand. Là, tu nous proposes une union fusionnelle. C'est peut-être les meilleurs, c'est pas forcément les plus durables, mais enfin, on verra. Christian, tu voulais rajouter quelque chose là-dessus? Juste une phrase, parce que je suis d'accord avec Michel sur le fait que ce qui compte, c'est le relatif. C'est pas l'absolu. Donc, si on est tous dégradés ensemble, ça reviendra un tout petit peu... Enfin, ça reviendra pour tout le monde, en tout cas, un peu au même. Mais je reviens sur les États-Unis. Pourquoi est-ce que les spreads américains n'ont pas augmenté au mois d'août, quand les États-Unis ont été dégradés? C'était pas tellement anticipé par les marchés. C'est qu'à mon avis, il y a derrière ce non-événement, il y a quand même la puissance économique, militaire et monétaire des États-Unis. Je pense qu'il y a donc aussi les privilèges du dollar qui font que... qui sont pour l'instant pas vraiment partagés, ces privilèges du dollar, et qui expliquent, à mon avis, les raisons pour lesquelles, au fond, le marché ne s'est pas totalement affolé au mois d'août, malgré la dégradation de la note. Plus ce que tu disais tout à l'heure, à savoir que l'aggravation de la crise européenne sert, j'allais dire,
de cache-misère à la situation des autres pays développés qui ne sont pas tellement plus flambants, mais qui attirent moins la lumière que nous en ce moment. Vous, sur la note. Oui. Trois petites choses. Première, je suis d'accord qu'il y a un effet systémique maintenant, et c'est la question des notations relatives qui est important. Mais il y a aussi un fait que, comme vous savez, l'agence de notation a une fonction procyclique, que c'est très, très, très mauvais à mon avis, parce que ce n'est pas rien de nouveau. Si vous lisez Standard & Poor's ce matin, ce n'est rien de nouveau. C'est simplement la notation qui tient en compte ce qu'on connaît déjà. Mais la chose la plus importante, c'est si on continue comme ça, il y a un problème, par exemple, pour l'FSF, parce que l'FSF va être en difficulté à émettre son propre titre pour se financer s'il n'y a pas de bonne notation. Alors, il y a un problème des politiques de régulation des agences de notation au niveau européen et international. Très bien. Tony, vous vouliez, au stade de ce débat, rajouter un mot ou c'est bon? Tout est clair pour vous pour l'instant? On est dans votre feuille de route. Attendez, vous êtes le cœur grec pour nous ici. Donc, J'ai bien entendu les différentes perspectives. En écoutant les intervenants, je me dis qu'effectivement, il va falloir suivre l'actualité de très près dans les prochaines semaines pour savoir, en tant que dirigeant, sur quel scénario bâtir les réflexions l'année prochaine. J'ai quand même le sentiment qu'on est depuis des mois dans une succession de too little, too late, comme diraient les anglo-saxons. Oui. Pour reprendre l'analogie de l'incendie, on jette tout juste un tout petit peu pas assez d'eau à chaque fois. Et je voudrais savoir quand ça va venir. Alors, ouvrons le débat sur la croissance et puis ensuite on conclura. Et je vous donnerai la parole, mesdames, messieurs, pour voir si vous avez des questions sur ce fameux scénario 2012 dont on essaye de dessiner le profil. Christian, tu l'avais ouvert, je t'ai brutalement interrompu. Reprends. Qu'est-ce que seraient des mesures de croissance européennes qui accompagneraient l'effort absolument nécessaire à tes yeux, et je crois que personne ne le conteste ici, de rigueur budgétaire? D'abord, il faut des efforts au plan national et en même temps à l'étage européen. Je parle de l'étage européen pour revenir ensuite sur le niveau national. Je suis concret. Ça fait plusieurs années que je pense que les Européens n'utilisent pas assez la Banque européenne d'investissement. Je ne suis pas le seul. Jacques Delors l'avait dit, je crois, il y a 10-15 ans, quand il avait parlé de programmes de financement d'infrastructures. Quand vous regardez les chiffres, la BEI, qui est à Luxembourg, emprunte aujourd'hui 65 milliards d'euros par an. Si au lieu d'emprunter 65 milliards d'euros par an, elle empruntait 100 milliards, la différence 35 étant reversée en grande partie aux États membres pour financer des infrastructures, pour financer ce qui est très important en France, le développement des petites et moyennes entreprises. OSEO, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Et ce qu'on fait à travers le grand emprunt, c'est bien, mais ça ne suffit pas. On ne va pas refaire un grand emprunt tous les ans. Le grand emprunt, c'est une opération one-shot, par définition. Donc, il y a cet étage européen qui a l'avantage de ne pas avoir d'impact maastrichtien. Quand si la BEI empruntait 100 milliards d'euros au lieu de 65, ça ne ferait pas monter les taux d'intérêt en Europe, à mon avis, et ça permettrait de donner un début de crédibilité à ce programme européen aujourd'hui, qui n'en a aucune, qui s'appelle Europe 2020. Dont on ne sait même pas ce qu'il recouvre, je veux dire, d'ailleurs. on ne va pas refaire l'échec de l'agenda de Lisbonne. L'Europe s'est plantée sur l'agenda de Lisbonne alors que c'était les vrais sujets à traiter pour notre croissance sur le moyen terme. La recherche et développement, le président Accoyer l'a dit tout à l'heure, l'innovation, la croissance des PME, l'éducation. Donc il faut un étage européen. Au plan national... On y reviendra tout à l'heure sur le plan national. Si tu veux. Voilà. On reste sur l'Europe, on reviendra sur le plan national quand on parlera des conditions d'un quinquennat réussi. Au plan européen, Karine, votre contribution. Christian dit BEI, qu'est-ce que vous dites? Moi, je dis se mettre d'accord sur le taux de croissance qu'on vise à horizon de 20 ou 30 ans. Parce qu'il y a un sujet dont on ne parle jamais avec l'Allemagne, c'est le fait que depuis 10 ans, ils ont systématiquement un tiers de croissance de moins que nous. Alors je sais que le modèle allemand est très très à la mode en ce moment, mais il se trouve que moi je suis une économie, je regarde simplement ce que produit en termes de valeur ajoutée l'Allemagne, et en termes de croissance de la valeur ajoutée, ils ont une moyenne de 1,2% depuis 10 ans et nous 1,7%. Donc il y a un vrai sujet d'Union européenne qui est est-ce qu'on veut faire de la croissance économique? Ça passe par l'investissement, Christian l'a très très bien dit, ou est-ce qu'au fond
on s'endort tout doucement et on se dit que dans 50 ans, dans 100 ans, on sera tellement vieux que le reste du monde tournera sans nous. Je caricature évidemment cette question-là, mais je vous assure que je voudrais savoir quel est l'objectif de croissance économique de l'Allemagne et de la France, du coup, à horizon de 15 ans. Je vous pose la question un petit peu différemment. Si nous arrivions à nous fixer un objectif plus ambitieux que ce qu'a été la croissance moyenne des pays européens, qu'est-ce qui nous permettrait de l'atteindre, cet objectif? Là, vous nous dites consensus sur l'objectif. Posons comme hypothèse que ce consensus est réuni. Comment on fait? Mettons qu'on se fixe 2,5 ou 3% de croissance comme sentier moyen de croissance. Alors là, la réponse est très claire. Pour un économiste qui croit un peu au modèle de Solow, il y a deux facteurs. Il y a le facteur de la jeunesse, c'est-à-dire qu'on est un continent qui vieillit. Si on veut faire de la croissance économique, si on veut faire plus de 2%, il faut devenir attractif à l'immigration et pas fermer les frontières. Ça, c'est le premier point, c'est-à-dire qu'à horizon de 30 ans, la moyenne d'âge de l'Union européenne sera tellement élevée qu'on aura vraiment du mal à créer de nouveaux brevets, à faire de l'innovation, à faire de la nouvelle technologie. Et puis, il y a le deuxième sujet que Christian a largement développé, la prise de risque dans l'économie sur des très longues perspectives, des très longs horizons, plus de 15 ans, plus de 20 ans. Ce n'est évidemment pas au marché privé à le faire, puisque ce n'est pas la logique d'un investisseur privé, d'un actionnaire, d'attendre 15 ans ou 20 ans pour avoir des retours sur investissement. Il faut que ce soit les États, il faut que ce soit au niveau, grosso modo, du futur peut-être État européen, que les prises de risque aient lieu. Voilà. Investissement de très long terme porté par la structure publique et surtout du sang neuf, de la dynamique, de la jeunesse. Et ça, si on n'accepte pas ça, de toute façon, la croissance, il faut l'oublier. Michel, Christian et Karine ont en commun de dire qu'il y a une impulsion publique à donner à la croissance, et évidemment plutôt dans le domaine européen. On verra ce que la France a à faire aussi, parce qu'elle doit aussi balayer devant sa porte. Tu es favorable à cette hypothèse d'un soutien public européen, une initiative de croissance digne de ce nom, inscrite sur la durée, comme Karine vient de le présenter? Bien sûr que je suis favorable sur le principe, mais je ne crois pas. C'est tout. C'est impossible. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que j'ai lu avec attention le livre de Karine Berger. Comme nous tous. Comme nous tous. Tout le monde, dans la salle, bien entendu. Dans la salle, non, ça va être maintenant. Mais jusqu'avant, c'était nous. J'en suis ressorti effondré parce que tous les projets qui sont des projets théoriques, pour moi, ne se feront pas. Et d'ailleurs, Karine le dit clairement dans son ouvrage. Donc on se dit, il y a une idée, une belle idée, mais qui ne se fera pas, parce qu'on n'a pas les moyens de le faire, parce qu'on n'est pas d'accord, etc. Alors je voudrais ajouter un mot sur la question de l'immigration, qui est évidemment souvent un sujet quand même chaud. C'est chaud. Moi je crois que ce qui compte quand même, c'est pas la croissance d'un pays, c'est la croissance du PIB par habitant, c'est-à-dire la croissance du revenu. Et je m'interroge sur l'utilité de faire déplacer des gens, de les faire venir, etc., pour augmenter le taux de croissance, si ça ne change pas le taux de croissance par habitant. Ça n'a pas d'utilité. Donc c'est bien, il faut être ouvert, mais il faut être ouvert non pas pour faire de la croissance, pour le plaisir de faire de la croissance, pour augmenter le revenu moyen des gens. Et de ce point de vue, je crois qu'on y reviendra sur la question française. Oui. On ne va pas trop développer parce qu'il n'y a pas trop de différence entre l'Europe et la France sur ce plan. Mais Michel, est-ce que tu es il y a des choses à faire pour la France? Est-ce que tu te fais une pour raison réussir les années qui viennent? Et c'est ces points quand même sur lesquels on peut agir. L'Europe, j'en ai parlé tout à l'heure, j'ai d'ailleurs réglé le problème, puisqu'il n'y a plus de crise européenne grâce à la solution des eurobonds, et pas des eurobonds. À partir du moment où il n'y a plus de crise européenne, occupons-nous de notre pays et rendons la croissance à la France. Je ne crois pas que ça viendra du public. Mais tu ne te fais pas une raison d'une croissance à 1,5. Ça viendra des entreprises de ce pays et ça viendra des hommes de ce pays, à la condition que le public fasse ce qu'il a à faire, c'est-à-dire ne pas prélever des ressources au-delà de ce dont il a vraiment besoin, et deuxièmement, de laisser aux entreprises et aux hommes de ce pays la liberté de se développer. Je vous avais annoncé des sensibilités différentes. Vous voyez que je ne vous avais pas menti. Piercarlo Padoan, c'était une de vos 4 conditions. Hein. Elle n'était pas dite comme ça, mais des initiatives de croissance et la capacité de bâtir des scénarios de croissance en Europe. Comment ferait-on? Qu'est-ce que nous conseille l'OCDE? Alors, il faut renforcer la croissance en Europe, et surtout dans la zone euro, mais il faut aussi avoir une croissance équilibrée. Pourquoi ça? Parce que si on voyons les causes de la crise actuelle, ce sont des causes qui sont dans la structure des déséquilibres. Nous avons vu dans les années passées des
déséquilibre des courants. C'est-à-dire, il y a eu des pays qui ont eu une croissance forte, mais aussi eu une déficit de part courant, comme l'Espagne. Et il y a d'autres pays qui ont un surplus de part courant, comme l'Allemagne. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il est possible d'avoir une croissance forte et aussi équilibrée dans la zone euro? Je crois que c'est possible. Je vous donne un exemple. L'exemple, c'est pour l'Allemagne. Alors, l'Allemagne, comme vous savez, a une croissance forte, mais il y a aussi un surplus de part courant. Et on a demandé beaucoup de fois à l'Allemagne de faire plus d'expansion fiscale. Ça, ce n'est pas possible dans les courts termes. Alors, la suggestion de l'OCDE, c'est qu'il y a en Allemagne un potentiel de croissance, d'augmenter la croissance en Allemagne avec la libéralisation des services. Avec la libération des services, il y aura plus d'investissement qui n'est pas trop élevé en Allemagne, et il y aura en même temps plus de croissance en Allemagne, plus de croissance en Europe, et aussi moins de déséquilibre. Alors, il y a beaucoup d'exemples comme ça, en faisant des réformes structurelles, surtout sur le marché des produits, pour améliorer la croissance. Une autre petite chose, je termine là, d'un point de vue global, en Europe, bien sûr, nous sommes tous en faveur de la stratégie Lisbonne. J'étais à Lisbonne en 2000 pour le gouvernement italien, mais on n'a fait rien de choses pour ça. Et on a besoin d'un espace d'innovation européenne véritable. Il n'a fait pas ça. Merci beaucoup. Alors, la dernière question sur ce chapitre de 2012, elle a été évoquée subrepticement tout à l'heure par Karine, c'est la situation des banques. Elle l'a souligné à l'occasion de l'avertissement d'hier soir de Standard & Poor's. Christian, est-ce qu'on est véritablement en France dans un contexte bancaire si dégradé que tous les entrepreneurs et les hommes et femmes d'entreprise qui sont ici doivent s'inquiéter sur les conditions du crédit en 2012 et donc nous tous sur la capacité de croissance du pays? Bon, d'abord, par souci de transparence, je vais dire que je suis régulateur financier et donc je ne peux pas... je suis à l'AMF. Tu ne peux pas tout nous dire. Je ne peux pas tout dire, parce qu'au collège de l'AMF, dont je fais partie, depuis le mois d'août, on regarde un peu ce qui se passe du côté des banques, y compris sur les politiques de provisionnement des banques françaises sur la Grèce. Donc c'est un débat dans lequel on a été avant même que la décision du 27 octobre au niveau européen aboutisse au chiffre commun de 50% de dépréciation sur la Grèce. Deux éléments rapides. Premièrement, le sentiment que j'ai, c'est que quand on compare les banques françaises par rapport aux autres banques européennes, alors tu me diras, est-ce que c'est le bon benchmark, j'en sais rien, mais j'ai le sentiment que le problème des banques françaises a quand même été largement exagéré pendant l'été par les marchés. Peut-être aussi parce qu'elles n'ont pas bien communiqué, hein, et qu'elles ont aussi, sur ces problèmes de provisionnement sur le risque grec, il y a eu, je trouve, un cafouillage au mois d'août, au mois de septembre, qui a été relativement nuisible. C'est le débat sur la transparence, c'est le débat sur la communication. Mais quand vous regardez le ratio de core tier 1, comme on dit, de fonds propres durs des banques françaises, l'objectif au niveau européen, c'est d'aller vers 9% en juin 2012, en anticipant sur les règles de Bâle III. Donc, va aller vers 9% de fonds propres durs en juin 2012. À ma connaissance, sauf à être totalement contesté ou infirmé, les grandes banques françaises aujourd'hui ont un core tier 1, un ratio de fonds propres durs de 7,5%. Donc il y a un chemin à faire, mais il n'est pas impossible. Et elles peuvent le faire, à mon avis, sans aide de l'État, ce chemin, par des profits mis en réserve, etc. Mais est-ce que le mécanisme lui-même n'implique pas une contraction du crédit? Non, mais c'est mon deuxième point. Ce qui est inquiétant aujourd'hui, c'est que, bien sûr, on resserre les boulons réglementaires à la lumière de la crise mondiale. Bâle III se veut mondial, mais je ne suis pas du tout sûr que les Américains vont jouer le jeu de Bâle III. Solvency II pour les compagnies d'assurance est uniquement européen, ce qui va poser des problèmes de distorsion de concurrence entre l'Europe et le reste du monde en matière d'assurance et de marché d'actions, conséquences sur les marchés d'actions. Donc, moi, en tant que régulateur, j'ai tendance à dire, d'un côté, il faut resserrer les boulons réglementaires pour éviter de retomber dans les errements d'avant 2007. De l'autre, ce qui me préoccupe le plus, et ça rejoint le débat sur les PME, c'est qui va financer
dans les prochaines années l'économie réelle, qui va financer les PME dans un contexte où BAL 3, par ailleurs nécessaire, va sans doute pousser les banques à moins financer les PME. Donc le débat pour moi, c'est comment relancer le private equity dans nos économies, comment relancer le capital investissement, comment financer les PME. On double OSEO à travers le grand emprunt, c'est bien, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Et donc ce débat-là, il va se poser dans tous nos pays et pas uniquement en France. Et je termine en disant que Pierre Carlo, tout à l'heure, a évoqué certains aspects procycliques, c'est-à-dire qui accentuent la volatilité ou l'instabilité. Il faudrait accompagner, j'allais dire, BAL 3 et Solvency II, qui peuvent être éventuellement procycliques, c'est-à-dire qui peuvent accentuer les difficultés économiques, et accompagner ça par des mesures qui ont été évoquées, dont certaines ont été évoquées au G20 il y a 3 ans à Londres, il y a 2 ans et demi, dont on ne parle plus, qui, elles, seraient moins procycliques et permettraient de mieux stabiliser le système. Bien, mesdames, messieurs, est-ce que sur cette première partie du débat, qui a pris un petit peu plus que notre première moitié, mais nous aussi, il faut apprendre à réguler, vous avez des questions, des remarques, des relances à adresser à nos experts, ou est-ce que vous préférez garder tout ça pour la fin de notre débat? Tout est clair? Formidable. Hommage à vous, madame et messieurs. Nous ouvrons donc la deuxième partie du débat. Quelles sont les conditions d'un quinquennat réussi? Alors, on pourrait en parler pendant des heures, et peut-être même pendant 5 ans, on verra bien. Ça ne sera pas le cas. Je vous propose qu'on aborde 3 questions. La question du couple franco-allemand sur le plan économique, parce qu'on a déjà posé des jalons pendant notre première partie, mais je pense qu'il faut aller plus loin. La deuxième chose, c'est évidemment la question du chômage. Et la troisième chose, c'est la question de la compétitivité et d'une stratégie de croissance, alors pour le coup, française. Sur le couple franco-allemand, est-ce que, pour dire les choses comme elles sont, nous sommes en train de fusionner les deux économies? Est-ce que ce qui est en train de se tramer au niveau de M. Sarkozy et de Mme Merkel est en train d'annoncer, j'allais dire, une connexion intégrale des économies françaises et allemandes? Peut-être pas jusqu'où le souhaiterait Michel, avec la fusion des dettes, mais est-ce que ce qui s'est en train de se passer, je vais y arriver, et est-ce que c'est bien? Et est-ce que c'est bien? Allez, Karine, vous aviez déjà commencé à ouvrir le sujet tout à l'heure, on continue. Les économies françaises et allemandes ne fusionnent pas du tout. On a des modèles de croissance économique qui sont profondément différents. Grosso modo, une croissance française qui est évidemment portée, comme toutes les croissances économiques, par la productivité, parce que la croissance économique, ce n'est que de la productivité, c'est jamais de la demande, mais qui est nourrie, on va dire, par de la demande intérieure et par une démographie qui est la meilleure démographie européenne, il ne faut jamais l'oublier. Alors que du côté de l'Allemagne, la croissance économique, qui est aussi de la productivité, est en fait portée par le fait que l'Allemagne exporte vers la France. Donc, grosso modo, il y en a un qui développe la capacité d'acheter et l'autre qui développe la capacité de produire pour vendre. Donc, ce n'est pas de la fusion, ça, c'est de l'intégration de chaînes verticales, ça n'a rien à voir. Et alors, la problématique, elle est simple, c'est qu'on ne va pas pouvoir continuer très longtemps comme ça, parce que ça crée, on va dire, des désaccords sur, au fond, qui est-ce qui remporte le plus. Il faudrait que le jeu soit gagnant-gagnant. C'est ça l'idéal de la zone euro, c'est ça l'idéal de l'Union européenne. Mais le problème, c'est que le jeu n'est pas gagnant-gagnant. Alors, les efforts pour faire en sorte que les fiscalités ne soient pas trop éloignées, tant mieux. Je veux dire, ça fait, depuis la construction de la zone euro, on sait parfaitement que le dumping fiscal et social d'un seul pays peut tout déstabiliser. Rappelons que le taux d'IS en Irlande est toujours un tiers de celui de la moyenne de l'Union européenne, et que malgré la crise et malgré les aides portée à l'Irlande, on n'a pas obtenu que le taux d'IS de l'Irlande se rapproche de la moyenne de l'Union européenne. Donc c'est très bien de faire en sorte qu'il y ait un travail sur les fiscalités, mais il faut aussi faire en sorte qu'on se mette d'accord sur les objectifs. Est-ce que notre objectif, c'est de faire plus d'innovation, plus d'investissement? Juste un dernier chiffre pour montrer à quel point les économies sont différentes aujourd'hui. On a des déséquilibres en termes de chômage. L'investissement. Et ça a été très bien dit tout à l'heure, l'investissement en Allemagne en niveau est plus faible que l'investissement en France. L'investissement des entreprises en Allemagne, je ne parle pas en pourcentage de PIB, le niveau, la dépense d'investissement productif des entreprises allemandes est plus faible
que les dépenses d'investissement des entreprises en France. Donc on n'est pas sur un même schéma et on n'est pas à ce stade sur une dynamique... Donc il ne faut surtout pas qu'on copie les Allemands alors. Ah bah, si on copie les Allemands, on change radicalement notre façon d'évoluer et on tombe vers, à ce stade, 1% de croissance. Ce n'est pas mon objectif. Après, ça peut être débattu. Hein. S'il y a des gens qui souhaitent avoir 1% de croissance dans les 20 ans qui viennent, j'accepterai la vision majoritaire. Mais c'est pas, à mon avis, c'est pas souhaitable. Le copiage de l'Allemagne pour sa discipline n'est pas une étape pour ensuite entraîner le couple vers des perspectives de croissance plus importantes? Mais ça, il faut que ce soit mis sur la table dès le départ. Bien évidemment que la question de la rigueur des finances publiques doit être mise sur la table. Je rappellerai juste, d'ailleurs, puisqu'on parle des 5 ans qui viennent, qu'il y a 5 ans, la France avait moins 2,6% de déficit public et 63% de dette publique. Il y a 5 ans, la France était dans les critères de Maastricht. Elle n'y est plus du tout. Et c'est cette incapacité-là à gérer nos finances publiques depuis 5 ans qu'on est en train de payer très cher. Donc évidemment, la question de la rigueur des finances publiques est sur la table, mais il faut mettre en même temps sur la table le développement économique des 5-10 prochaines années, ce qui à ce stade est très difficile à faire de toute évidence dans la discussion franco-allemande. Je ne veux pas créer la zizanie entre les deux voisins, mais tout de même, je succombe à la tentation. Michel, sur ce que tu viens d'entendre, est-ce que tu crois encore à la fusion de tes dettes quand on décrit deux partenaires aussi dissemblables et aussi différents? Moi, je pense et je maintiens que le risque mortel pour la zone euro et pour l'euro, en tant que monnaie, c'est la divergence entre la France et l'Allemagne. Nous sommes les deux piliers, quand même, fondamentaux de la zone euro. Non pas qu'on soit plus important que les autres, mais si la divergence continuait, il ne peut pas y avoir de cohérence. Mais tu souscris à la divergence que Karine vient de nous décrire, c'est-à-dire des divergences qui ne sont pas simplement dans les performances économiques, mais même dans la nature des modèles. Non, du tout. Il y a des différences dans les modèles qui sont historiques et qui, à la limite, ne changeront que lentement. Mais il y a ce qui est gravissime, c'est que depuis une dizaine d'années, pas avant, il y a une divergence des performances et des économies. Ça, c'est grave. Parce que si cette divergence continue, alors effectivement, ça sera le grand écart. Alors, puisque Karine n'a pas parlé de mon ouvrage, moi j'ai parlé du sien, mais je vais en parler moi-même. Oh là 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 là! J'ai en effet publié, nous avons publié avec ces codes un ouvrage qui s'appelle Compétitivité France-Allemagne, le grand écart. Et il y a un an, ce n'est pas depuis la crise, c'est bien avant la crise, où nous écrivions que cette divergence, si elle se poursuivait, mettait en cause la cohérence de la zone euro. Alors où est-elle cette divergence? Elle est partout, mais elle augmente, c'est ça le problème. Une divergence, c'est des choses qui se séparent. Bien sûr, nous sommes différents de l'Allemagne, mais si nous allons dans le sens contraire, ça ne pourra pas continuer. Alors comment tu réduis l'écart? Eh bien, il faut que les uns et les autres, je ne pense pas que ce soit uniquement la France, le chemin en gros, la divergence, pour résumer, mais je ne peux pas développer ça, elle vient en gros 50% de l'Allemagne et 50% de la France au cours des 10 dernières années. Pourquoi? Parce que nous avons adopté, notamment sur un point essentiel, qui est les politiques du travail, des chemins diamétralement opposés. L'Allemagne a fait ce que vous savez, c'est-à-dire un accord au niveau national pour que les entreprises puissent déroger à un certain nombre de choses, etc., dans le cadre de plans de compétitivité, qui était l'axe total de l'Allemagne, une modération salariale, des lois, etc. Nous avons alourdi dans cette période le coût du travail et limiter le travail disponible dans notre pays. Bon. Donc effectivement, le résultat, c'est qu'aujourd'hui, on a 200 milliards d'euros d'écart, 10% de notre PIB dans nos balances commerciales. Ce n'était pas le cas il y a 10 ans. Nous étions à peu près à l'équilibre avec l'Allemagne il y a 10 ans. Nous avons divergé pendant 10 ans. Et ça, il faut y mettre fin. Alors il faut y mettre fin probablement par des efforts du côté de l'Allemagne pour se rapprocher de la France. Et de ce point de vue, je pense que la fusion d'un certain nombre de choses faisables, dette publique, c'est des euros. La négociation sociale, c'est beaucoup plus difficile à rapprocher dans les deux pays. Mais il faut quand même se rapprocher l'un et l'autre d'un modèle qui sera un modèle de la zone euro avec des différences de pays. Donc il faudra que les politiques s'emploient à démontrer que ce n'est pas un modèle allemand. Ça suppose qu'on réussisse le prochain quinquennat, finalement. Et là-dessus, nous avons beaucoup d'efforts à faire en France. Alors, tu fais très bien la transition à la deuxième question que je vais poser directement, comme ça, à Piercarlo Padoan et à Christian de Boissieu. Ça serait quoi la stratégie de croissance idéale, selon vous, du président élu en mai 2012? Piercarlo.
Oh là là, Ah oui. c'est une question très politique. Alors, il y a une stratégie qui doit être mise en place tête à tête avec la stratégie de consolidation fiscale. Il y a en France le besoin d'une stratégie à moyen terme qui doit être crédible du point de vue du marché, et je pense à un marché tranquille, pas un marché agité comme maintenant. Je pense à une situation après la crise. Bien sûr, dans ces cas-là, il faudrait avoir une stratégie de consolidation fiscale pour la France qui est aussi favorable à la croissance. Alors ça, c'est la question fondamentale. Est-ce que c'est possible d'avoir consolidation fiscale et croissance? Nous croyons à l'OCDE que ça, c'est possible, parce qu'il s'agit de changer d'attention le point de vue de la croissance et ajouter pas seulement, regarder pas seulement les grands chiffres, déficit, dette et la dette, mais aussi la composition des revenus et composition de la dépense. C'est possible d'avoir plus de croissance pour le même revenu fiscal. Il faut changer la distribution des impôts. Et aussi, on peut gagner des productivités dans les services publics qui sont des chiffres importants, par exemple dans l'éducation, dans la santé, qui bien sûr vont avoir des résultats dans les moyens termes. Ça, c'est bien sûr, 5 ans sont les moyens termes idéaux pour mettre en place les deux. Stratégie de consolidation fiscale crédible et aussi croissance, composition de la dépense publique et des impôts. Question. Ta recommandation sur la croissance et la compétitivité? Je vais répondre à ta question. Je peux dire un mot sur l'Allemagne et la France? Un mot. La parole est libre ici. Non, mais parce que j'abuse de ta gentillesse. Mais pour avoir participé au groupe Migaud sur la convergence fiscale franco-allemande au début de cette année, 2011, ce qui m'avait frappé, c'est que le sujet intéressait que les Français. Sur la convergence fiscale franco-allemande, ça n'intéressait pas les Allemands d'ailleurs. Il n'y a pas eu de groupe Migaud allemand. Et quand on regarde le débat sur la convergence du taux de l'impôt sur les sociétés, qui est devenu un des sujets d'application concrète de tout ça, j'ai encore le sentiment que c'est nous qui allons nous ajuster. Alors, comme l'a dit Michel, quand on se marie, il faut être deux à faire des compromis. Et puis je voudrais dire quelque chose qu'on n'a pas dit jusqu'à présent aussi, et qui me frappe, le déjeuner d'hier, la préparation du sommet de vendredi, c'est que pour faire accepter les recommandations du couple franco-allemand, il faut quand même faire participer les autres pays relativement en amont de nos concertations. Et que même si la France et l'Allemagne, à eux deux, ça représente, je ne sais pas, peut-être les 50-60% du PIB de la zone euro, il faut faire attention aux 40% autres, et puis il n'y a pas que la zone euro. Alors je reviens à ta question. Pierre Carlo a commencé à y répondre, et je suis d'accord avec lui sur la politique fiscale qui pourrait permettre d'améliorer la croissance. Mais alors ça implique d'aller assez fin dans les questions de distribution, et l'OCDE a des moyens, en quelque sorte, que je n'ai pas ici. Je voudrais insister sur l'autre aspect qu'on a évoqué, c'est-à-dire arriver à financer tout ce qu'on a dit, plus d'innovation, plus de R&D, plus de croissance des PME, plus d'éducation. Et là, Michel, moi je retrouve les entreprises, on est bien d'accord. Quand je parle de ça, ça ne va pas tomber du ciel, ce n'est pas l'État qui va régler ces problèmes-là. Comment arriver à financer, j'allais dire, la stratégie Europe 2020 stratégie Europe 2020, c'est l'agenda de Lisbonne qui nous a amené nulle part, plus la croissance verte. J'insiste sur un point, c'est qu'on peut avoir plus de croissance avec moins de CO2. On n'a pas parlé d'environnement jusqu'à présent, mais on peut avoir plus de croissance en Europe avec moins de CO2 en mettant le paquet sur les mesures qui améliorent l'efficacité énergétique, qui améliorent les économies d'énergie et qui ouvrent le débat sur le mix énergétique. Je ne vais pas ouvrir le débat nucléaire, pas nucléaire, mais enfin, c'est un peu en toile de fond aussi de nos problèmes de croissance. Je n'ai jamais compris comment les partisans de la décroissance réglaient les problèmes d'emploi et réglaient les problèmes de redistribution. Alors, comment financer
plus de R&D privé, plus d'innovation privée. Je ne parle pas de l'État, là, je parle des entreprises. Faciliter la croissance des PME dont on a vraiment besoin en France, etc. Dans un contexte où il y aura très peu de marge de manœuvre du côté des budgets publics, y compris des collectivités locales. Il y aura peu de marge de manœuvre du côté des banques centrales qui ont déjà tout donné et qui ne peuvent pas donner beaucoup plus. Et on l'a dit, où les banques, avec les nouvelles réglementations prudentielles, vont peut-être être un peu plus hésitantes ou un peu... Je vois Tony qui opine du chef. Un peu plus réticentes à financer l'économie réelle. Bon. Alors, moi, je ne dis pas que ça soit l'action numéro 1 du nouveau président à partir de juin. Je pense qu'il y a une voie pour concilier consolidation budgétaire et initiative de croissance, qui est de mobiliser de manière un peu plus intelligente l'épargne privée qui existe. Il y a de l'épargne en Europe, il y a de l'épargne en France. Bernard Accoyer a rappelé, les ménages français, ils épargnent aujourd'hui 17% de leurs revenus après impôt. Les Allemands aussi épargnent. À quoi sert cette épargne? Elle sert à financer l'assurance vie, elle sert à financer l'immobilier, ce qui est très bien. On pourrait, sans créer d'usines à gaz et sans multiplier les niches fiscales, qu'on cherche plutôt à réduire, on pourrait, à mon avis, et en réfléchissant aussi en termes de produits financiers, on a créé depuis 15 ans beaucoup de nouveaux produits financiers qui n'ont pas donné grand-chose en termes de résultats. Pour attirer de l'argent, l'épargne des Français vers l'innovation, vers le financement de la recherche, vers l'épargne de proximité. Les FCPI, les FCPR, les FIP, les fonds d'investissement de proximité, vous faites le bilan de tout ça, c'était une bonne idée. Le résultat est maigre en termes de milliards d'euros mobilisés. Donc, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut compliquer la panoplie d'instruments financiers et multiplier les niches fiscales. Je dis qu'il faut remettre à plat une partie de la politique de l'épargne privée, pour essayer d'attirer un peu plus de ces 17%, même si ça baisse un peu dans les années qui viennent, pour financer la croissance des PME. Je ne dis pas ça, cher Président, parce que vous venez d'arriver, je l'avais dit avant. Donc je le confirme, pour financer la croissance des PME, pour financer la R&D, l'innovation, etc. Et donc, ce n'est pas la solution miracle, mais c'est une voie. Et je termine en disant que je pense que le débat après la présidentielle sur la réforme de l'État sera rouvert. Le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup de biscuits à se mettre sous la dent pour aborder ça du point de vue de la méthode. La RGPP, la Revue générale des politiques publiques, je ne sais pas aujourd'hui vraiment où on en est. La LOLF, la loi organique sur les lois de finances, qui était très à la mode avant la crise, elle existe encore. Il y a un vrai sujet sur les nouveaux outils pour analyser l'efficacité des dépenses publiques. On a besoin de nouveaux outils pour analyser l'efficacité des dépenses publiques. Et là, on en manque. Et quand je dis réforme de l'État, c'est la sécurité sociale, la santé, mais aussi les collectivités locales. Je pense que la question de la maîtrise des dépenses des collectivités locales va être beaucoup plus en vue qu'elle l'a été jusqu'à présent. Et dernière phrase, on a les uns les autres, et moi j'en ai pas commencé mon propos tout à l'heure en parlant de chômage. On va y venir. On va y venir. Bon. Ce sera la dernière question de notre débat. Tony, vous vouliez intervenir juste sur ce que vient de dire Christian? Oui, parce que le débat s'est porté essentiellement sur des questions, des mesures macroéconomiques. Et Christian de Boissieu insistait sur le fait que les marges de manœuvre des États, de l'État français, peut-être des banques pour financer l'économie, n'étaient pas illimitées. Moi, je voulais apporter juste une petite perspective microéconomique qui est celle du regard que peuvent porter sur la France les grands groupes internationaux, les investisseurs. Je suis toujours frappé, et mes confrères dirigeants et managers de filiales de groupes internationaux pourraient peut-être commenter, frappé par la difficulté qu'il y a à expliquer l'attractivité de la France quand il y a des comparaisons de projets à faire, par la question de la lisibilité, de la continuité de la politique économique et fiscale. Et je me dis, mais je suis ouvert au débat, qu'un des points que doit adresser le prochain quinquennat, c'est apporter une histoire lisible à raconter aux investisseurs étrangers. Alors, dernière question qui est fondamentale. Est-ce qu'il y a une possibilité pour un président élu, et si oui, à quelles conditions, d'amorcer durablement une baisse du chômage pendant la première partie de son quinquennat, ou est-il condamné à voir la courbe qui est actuellement à la hausse se poursuivre pendant encore un bon moment? Question très simple dans son expression, probablement un tout petit peu plus compliquée dans sa réponse, que j'adresse à vous quatre, et puis ensuite nous conclurons le débat. Karine Berger. Ça doit être
ça doit être l'objectif du prochain quinquennat. Je ne crois pas que, la première moitié du quinquennat, on parle des 2 premières années, ça commence à être un tout petit peu compliqué. Donc, la politique Pour économique. les gens que ça concerne, c'est assez simple. Non, mais je sais, non, mais d'accord, mais on peut difficilement attendre le résultat avant d'avoir lancé les demandes de réformes politiques qui ont été commentées. La lisibilité de la politique économique, c'est d'abord mener un certain nombre de réformes qui manquent cruellement. La réforme de la régulation financière. On ne peut pas laisser le monde des entreprises et des PME français être, j'ai envie de dire, déconnecté de la finance du fait d'un système bancaire français qui est à certains égards assez systémique, qui est extrêmement dépendant des flux et des reflux des marchés financiers. Donc, on a une réforme de la régulation financière, une réforme du système bancaire à mener en urgence pour refinancer, repermettre le fonctionnement de l'économie privée. On a une réforme fiscale à mener. C'est absolument indispensable. Tout le monde est d'accord là-dessus. C'est-à-dire que voilà, bon. Donc ces réformes structurelles d'établissement du cadre permettant aux entreprises d'agir doivent être faites en urgence, première année. Et là, effectivement, il va falloir se donner des objectifs. On ne peut pas courir 10 lièvres à la fois. Il y a une phrase de Pierre Mendès France que j'aime beaucoup, qui est « gouverner, c'est choisir ». Donc à partir de ce moment-là, il faut choisir. Et choisir, c'est, à mon sens, effectivement, la question de l'emploi des jeunes générations qui est clé. C'est soit une priorité, soit pas une priorité. Ça ne l'a pas été vraiment en France au cours des dernières années, la question de l'emploi des jeunes. Si on le met sur la table, si on dit que c'est une priorité, eh bien, il faut faire de cette priorité une réalité, c'est-à-dire qu'il faut dire que tous les moyens sont mis. Ça veut dire des mesures spécifiques pour cette population, en plus des mesures structurelles qu'on a évoquées. Ça veut dire des mesures spécifiques et en termes de formation et en termes de code du travail. Il y a, pour ceux qui suivent le débat présidentiel, vous savez que le candidat du Parti socialiste est rentré quasiment dans la bataille en disant « je veux faire un contrat de génération pour l'emploi des jeunes ». Voilà. Ça a été l'une des premières mesures. Donc après, on peut débattre sans fin des mesures, mais la seule chose importante, c'est de dire quelle est la priorité. Une fois qu'on a mis la priorité sur la table, on s'y tient et surtout, on ne fait pas 36 choses à la fois. Michel, le chômage. Oui, mais le chômage, c'est la même question que comment réussir les 5 prochaines années pour la France. Hein. C'est-à-dire, bien sûr, c'est l'objectif, c'est que tout le monde travaille, ça va de soi. Mais comme l'a dit Karine, avec qui je suis souvent en concordance d'idées, il y a les moyens. C'est le moyen, le sujet. C'est pas l'objectif. Tout le monde est d'accord sur l'objectif. Alors moi, j'ai quelques propositions là aussi. Alors vas-y. Sur les moyens. Je pense que, et je vais être obligé de les caricaturer pour les simplifier. On les comprendra mieux comme ça. Hein. Alors, je pense qu'il est urgent de recaler nos coûts de production, et notamment le coût du travail, par une forte baisse des charges. Ce n'est pas une politique permanente, mais c'est une nécessité absolue, compte tenu de la dérive qu'on a connue au cours des 10 dernières années, pour repartir sur des bases saines. Bon. Deuxièmement, il faut réduire fortement la dépense publique. Quand je dis fortement, les enjeux, c'est de l'ordre de 60 à 80 milliards d'euros sur les années à venir. C'est d'ailleurs pour nécessité pour revenir à l'équilibre, ou proche de l'équilibre. Et ça, je dirais, tout le monde est presque d'accord là-dessus. Oui, après c'est les moyens. Comment, voilà. Oui. Mais enfin, vas-y, continue. Non, je ne suis pas d'accord. Y compris, je croyais que on devait revenir à l'équilibre dans les 5 ans. Bon. Je ne suis pas d'accord pour 80 milliards. Je voudrais juste vous poser la question, vous supprimez quoi comme dépenses? On se lance là-dedans, dans les chillages? Non, on n'aura pas le temps. Donne-nous juste un exemple qui montre que tu as travaillé la question. Il y aura bientôt des propositions, y compris sur ce dernier point. Enfin, en tout cas, maintenant, avec ces codes, on n'est pas dans le débat politique. Troisième point, il faut reconstituer les marges industrielles. C'est absolument vital. On peut parler de tout ce qu'on veut sur l'industrie, avec l'érosion des marges. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, les entreprises françaises, ça rejoint un peu d'ailleurs un point de Karine, les entreprises françaises investissent plus en R&D que les entreprises allemandes, en R&D privé, mais pas en masse, en proportion de leurs résultats. Il faut de l'argent pour investir dans la R&D dans les entreprises. Or, elles investissent plus proportionnellement à leurs marges par rapport à leurs ressources que les entreprises allemandes. Seulement, les marges sont tellement plus étroites, et l'industrie aussi allemande est 2 fois plus grande que l'industrie française, que le résultat final, c'est que la masse d'investissement de R&D en France est bien inférieure, évidemment,
à la masse de R&D. Donc reconstituons les marges et la R&D privée repartira toute seule. Ce n'est pas l'État qui va faire la R&D privée. Quatrième point, point essentiel car c'est un des facteurs de la divergence des dernières années. Libérer très largement la négociation sociale dans l'entreprise, je dis bien dans l'entreprise, même pas au niveau de la banque, c'est dans l'entreprise, pour que management et salariés puissent discuter en même temps du salaire, de l'emploi et de la durée du travail. Une des forces de l'Allemagne face à la dernière récession, ça a été qu'il y a eu un bargaining entreprise-salarié pour maintenir l'emploi dans l'entreprise. On a moins bien passé la dernière récession. Enfin, concentrer l'action publique sur, bien sûr, la compétitivité, j'en ai parlé, mais sur l'emploi. Il n'est absolument pas acceptable qu'on aborde une deuxième remontée du chômage alors que le stock de chômeurs de longue durée de la récession précédente n'a pas été résorbé. Là, il y a vraiment une priorité et je dirais que ça ne s'adresse pas qu'au pouvoir public. Ça, je voudrais adresser là un petit message aux chefs d'entreprise eux-mêmes. Acceptez de prendre un peu de risque. Acceptez un peu de risque pour maintenir l'emploi, voire pour l'augmenter. Comment voulez-vous augmenter votre chiffre d'affaires, augmenter votre valeur ajoutée sans les hommes, en supprimant les hommes? Ce n'est pas possible. Donc je crois qu'il y a un effort aussi venant des entreprises pour se dire que la seule manière de faire n'est pas de réduire en permanence les coûts et l'emploi. Et qu'il faut, c'est un investissement, l'emploi. Okay. Et dernier point, il faut qu'on concentre les moyens publics sur les situations extrêmes. Il n'est absolument pas incompréhensible pour moi que nous ayons le taux de redistribution sociale le plus élevé du monde, pratiquement, et qu'il y ait des très pauvres. Je veux dire, c'est pas compréhensible. L'efficacité du système. Il faut, pour la cohésion sociale et faire accepter le reste, qui sera dur d'ailleurs, qu'il y ait une priorité donnée dans l'action publique à éviter ce genre de situation extrême. Il y a le problème des banlieues, etc., qu'on porte comme des difficultés durables et qui nuisent à la cohésion sociale de notre pays. Voilà comment on peut combiner différentes mesures pour un quinquennat réussi. Feuille de route très riche. Pierre Carlo et Christian, même question. Dans la grande restructuration fiscale et de croissance que vous appeliez de vos voeux, est-ce qu'il y a des mesures spécifiques d'urgence à prendre pour justement tenter de freiner l'augmentation du chômage en France? Oui, et ils sont déjà énoncés par Karine et Michel. Il y en a 4. Premièrement, il faut réduire les coins fiscaux sur le travail. Il faut trouver des ressources pour ça, parce que ça va supporter la demande d'emploi des entreprises dans les court terme. Deuxièmement, il faut avoir une stratégie peut-être dans les 5 ans pour faciliter l'entrée de jeunes dans le marché du travail. Il faut trouver des incentives dans les budgets pour faire ça. Troisièmement, je suis d'accord qu'il faut considérer si le modèle Allemagne de productivity sharing au niveau d'entreprise peut être utile pour la France aussi, mais ça c'est plus une question. Et quatrième question, je suis très d'accord avec la nécessité d'avoir plus d'attention et de politiques pour l'inégalité. Nous avons hier, l'OCDE a présenté un rapport sur l'inégalité qui est vraiment à la hausse dans tout l'OCDE. Il faut prendre conscience de ça, c'est un problème très grave. Sauf la France, pardon. Sauf un peu moins la France. Un peu moins la France. Alors, bien pour la France, mais je crois que c'est un problème tout le temps. Christian, le dernier mot bref. Je ne vais pas répéter parce que je suis... Mais alors peut-être un mot qui n'a pas été prononcé et qui va probablement être quand même dans le débat électoral, mais qui est sous-jacent, c'est la réallocation des ressources fiscales pour qu'elles soient moins défavorables à l'emploi. Ta vision de la TVA sociale. Michel l'a dit sans... Le mot n'a pas été prononcé. Non, mais il ne l'a pas nommé, mais il a évoqué l'idée de redéployer... Ouais. Il y a 2 conditions pour faire de la TVA sociale ou de TVA emploi, peu importe la manière dont on l'appelle. Premièrement, il faut faire ça dans une période où le taux d'inflation baisse plus tôt que dans une période où le taux d'inflation monte. Et je pense que, sauf choc,
pétroliers ou matières premières que j'ai du mal à anticiper, ces conditions seront peut-être remplies. Le taux d'inflation ne va pas baisser beaucoup, mais je ne m'attends pas non plus à ce qu'il monte. Et donc ça peut aider par rapport au débat sur l'impact sur le pouvoir d'achat. Il ne faut pas tuer la consommation par la TVA sociale. Emploi. Deuxième condition, il faut que les autres en Europe fassent un peu la même chose. Or, j'ai cru comprendre que du côté italien, cher Pierre Carlo, M. Monti a évoqué, je ne sais pas s'il a pris une décision ou si l'Italie va prendre une décision définitive, la possibilité d'augmenter la TVA de 2 points. Alors l'Allemagne avait fait, elle était passée, c'est dans les projets, l'Allemagne avait fait dans le temps en passant de 16 à 19%. Donc quand on regarde, il y a une hausse assez générale de la TVA qui donne un peu de marge à la France par rapport à ses voisins. Donc on pourrait, je n'engage pas ni le CAE ni le Premier ministre en disant ça. Tu t'engages toi-même, ça j'engage à titre personnel faire 1 ou 2 points de TVA sociale qui permettrait cette redistribution. Deuxième point, sur les jeunes. Moi, en tant que prof d'université, c'est la question qui me préoccupe, centrale, et ça a été évoqué par les uns et par les autres. Il y a le débat sur la réforme de l'éducation, formation. On n'a pas parlé de formation professionnelle. Ça coûte à peu près 30 milliards d'euros par an à la France. En face, on n'a pas les effets qu'on pourrait... On n'a pas le rendement qu'on pourrait en attendre, malgré les réformes qui ont été faites il y a quelques années de la loi Delors de 1971. Et sur cette question des jeunes, moi, les étudiants qui sont en face de moi, qui ne sont pas nécessairement les plus mauvais de France, qu'est-ce qu'on leur propose aujourd'hui? On leur propose des stages qui débouchent sur des stages qui débouchent sur rien. Bon, et ça va pas, en quelque sorte, se corriger par un coup de baguette magique. Donc, ce débat sur essayer de rétablir le courant et la confiance entre le monde de l'université et le monde des entreprises, Michel l'a dit, mais ça me paraît tout à fait central aussi. Il n'y a pas que des mesures de politique publique ou des mesures réglementaires, il y a aussi un climat de confiance à rétablir entre les uns et les autres. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est que la pause sera brève. La bonne nouvelle, c'est qu'on a quand même le temps de prendre quelques questions. Monsieur, s'il vous plaît, qui peut... Là, levez bien, le micro arrive. Alors, je vous en supplie, question très brève. Bonjour. Il faudrait que le micro marche pour monsieur. Voilà. Merci. Alors, 2 choses. Il y a la psychologie des peuples, vous n'en avez pas parlé. Et à ce propos, je doute fortement que le peuple allemand soit d'accord pour fusionner la dette allemande et la dette française. La confiance, qui en ce moment est au plus bas. Et troisièmement, si l'Allemagne regardait vers la Russie. Du fait de l'abandon du nucléaire, l'Allemagne va être très gourmande en énergie et va dépendre désormais encore plus du gaz et du pétrole russe. Alors, merci. La question de la confiance, on va en parler et en politique et en social, donc je la garde au chaud. La psychologie. La psychologie, pareil, on en parlera aussi en politique et en social. En revanche, la Russie, le tropisme potentiellement russe de l'Allemagne. Est-ce que quelqu'un se sent là-dessus? Non? C'est sur la dette. Michel, il tient mordicus. Vas-y, réponds. Mais oui, je voudrais dire simplement rappeler l'histoire. L'Allemagne l'a déjà fait. Rappelez-vous, 92, 93, 94. Que s'est-il passé? Nous étions dans des situations assez comparables. À l'époque, il y avait le serpent monétaire européen et tout le monde essayait de tenir bon sur le serpent monétaire européen pour éviter l'éclatement. L'Italie est sortie, ça n'a pas pu tenir. L'Italie est sortie, l'Angleterre est sortie, l'Espagne est sortie, l'Allemagne a tenu bon avec la France. Comment on a tenu bon? La Banque centrale allemande a ouvert un crédit illimité à la Banque centrale française, la Banque centrale, la Banque de France. Illimité. Nous avons tiré tout ce qu'il fallait. L'Allemagne a accepté. Nous avons fusionné déjà une fois la dette. Mais aujourd'hui, l'Allemagne refuse, Michel. Ça a permis de passer le cap, et c'est ce qui a permis finalement de faire l'euro en 1999, les autres pays ayant convergé. C'est le même processus qu'il faut faire. Aujourd'hui, l'Allemagne refuse que la BCE joue un rôle similaire. Je ne crois pas. Je pense que l'Allemagne se trouvera devant un moment où, entre 2 mots, il faudra choisir l'un des 2. Le mal, c'est l'explosion, risque d'explosion de l'euro, et la contrepartie qu'elle acceptera, je pense, c'est le mot fusion et peut-être doit être non pas nuancé, mais précisé. Là, tu nous expliques plus un mariage forcé, hein, mais peut-être qu'il est plus réaliste que la fusion. On va être obligé d'y arriver. On y viendra. Sur la Russie, un mot, Christian. Un mot. Je crois comme vous au tropisme oriental de l'Allemagne, Europe centrale et Europe orientale, et c'est une des raisons pour lesquelles je pense qu'il ne faut pas abandonner toute idée
de relancer un peu, même si pour l'instant on n'a pas été très très loin, de politique énergétique européenne. Parce qu'au lieu de s'appuyer sur cette relation bilatérale entre l'Allemagne et la Russie à propos du pétrole ou du gaz, ça serait quand même peut-être sympathique, y compris pour gérer un certain nombre de problèmes européens, de revoir les objectifs de la politique énergétique européenne affichés fin 2008, qui aujourd'hui ne sont peut-être pas tout à fait réalistes à la lumière des derniers événements, j'allais dire, en matière nucléaire. Bien. Merci, Madame, Messieurs. Restez là 2 secondes. Je vous l'avais promis. La conclusion de chacune de nos tables rondes va être rendue par Frère Samuel, à qui je demande de rejoindre la tribune et qui va nous donner, j'allais dire, le compte-rendu très personnel de ce qu'il a entendu pendant ce débat. Oui, alors il peut se mettre là ou il peut se mettre à la tribune. C'est comme il veut. C'est très bien là. Allez. Merci. Vous doutez bien que la tâche est redoutable, mais enfin bon, je vais essayer. D'abord, vous doutez bien, je vais être un peu décalé, donc je ne vais pas regarder les choses avec la capacité technique des experts qui viennent de parler. Peut-être d'abord souligner que d'année en année aux États de la France, le niveau intellectuel de la contribution sur la question économique augmente. Non pas sur l'aspect technique, mais sur l'interférence entre les éléments économiques, les éléments politiques, les éléments sociaux, aussi bien à l'échelle micro, macroéconomique. Et donc, en gros, il y a une intégration de ces domaines les uns dans les autres qui apparaît de plus en plus fortement, et ça me semble significatif. La deuxième chose, c'est qu'on voit bien que se fabrique sous pression une Europe voilà, qu'on n'est pas pressé de fabriquer, mais c'est sous pression. Ça, on le sent très fortement, et qu'en gros, vous disiez, on ne va pas avoir le choix. Est-ce que les unions se créent autrement que dans la fusion idéaliste dangereuse ou dans la pression de l'obligation? Je ne sais pas. En tout cas, là, on est plutôt dans la pression. On ne va pas avoir le choix. La question, c'est de savoir comment on va le faire. Ensuite, je repartirai sur ce que disait au tout début l'INSEAD. Ce qui me frappe, c'est que tout ce que l'on a dit ce matin relève d'un paradoxe. C'est-à-dire que jamais l'économie n'a été une énergie aussi puissante à l'échelle mondiale. Et la question est comment chevaucher cette énorme énergie. Et moi, je regarde tout ce qui a été dit comme ça, c'est-à-dire comment la chevaucher au niveau planétaire, comment maîtriser cette énergie au niveau planétaire, comment se situe l'Europe dans cette énergie collective qui désormais n'est plus cloisonnée et qui n'est plus gérable uniquement à l'échelle d'un pays et qui n'est plus gérable à l'échelle de l'Europe. La question est de savoir est-ce que l'Europe est simplement l'échelle obligée ou est-ce que la jeune génération se considérera plus immédiatement citoyenne du monde, y compris sur le plan des entreprises, que citoyenne du monde moyennant l'Europe. Et je pense que là, il y a un paradigme qui est en train, à mon avis, d'exploser, parce que ceux qui sont à la table sont ceux qui considèrent que le monde est au-delà de l'Europe, alors qu'un jeune considère que le monde est avant l'Europe. C'est complètement différent dans la manière économique d'agir. Le troisième élément, c'est que je perçois très fortement que la dimension de la confiance, la dimension psychologique, appelez-la comme vous voulez, et la dimension de compréhension devient de plus en plus essentielle. Jusque-là, on était à peu près d'accord sur ce qui était en train de se passer, ce qui allait probablement se passer, et j'allais dire les outils économiques suffisaient. Il est très clair à la lumière du débat que ça ne suffit pas. On finit par se concentrer sur les outils économiques, mais on a commencé par le fait que nous ne savons pas où nous allons et nous ne savons pas très bien exactement ce qui se passe parce que précisément la composante économique est inséparable de la composante politico-sociale, aussi bien à l'échelle locale qu'à l'échelle du monde. Et ça, nous ne sommes pas capables de le penser de manière claire. Nous vivions sur des espaces cloisonnés. Le décloisonnement, est-ce que c'est une chance ou est-ce que c'est une explosion? C'est ça la grande question. Comment gérons-nous le décloisonnement, pas simplement économique, mais le décloisonnement mental de la compréhension de l'économie? Et puis je finirai en soulignant, ce qui m'a frappé, c'est cette espèce là aussi, de tentative de deux logiques que moi je perçois comme contradictoires. Maintenir l'individualisme fondateur aussi bien des Gaulois que du libéralisme économique, c'est-à-dire que c'est d'abord chacun pour soi. L'obligation à coopérer ensemble, mais est-ce que c'est sur le fond d'individualisme ou est-ce qu'à un moment donné, on se met à s'occuper de la fragilité de l'autre? J'aimais bien l'idée de la fusion de la dette. Pour moi, on est en train de passer de la fission nucléaire à la fusion nucléaire. C'est beaucoup plus compliqué technologiquement, mais on n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir se contenter de trouver des alliances dans lesquelles c'est du gagnant-gagnant, parce qu'à la fin, c'est du perdant-perdant. Et là, il y a, à mon avis, un changement qui est une remise en cause fondamentale du libéralisme économique dans ses fonctionnements élémentaires, hein, qui est qu'en gros, chacun arrive avec ses intérêts individuels et les défendra jusqu'au bout et calcule le retour sur investissement de ses intérêts individuels. Est-ce que là, on ne va pas être obligé de changer de paradigme si nous voulons survivre, nous les Européens? Puisque nous sommes à l'échelle mondiale, évidemment, avec des gens qui, eux, sont capables, avec des blocs comme l'Inde ou la Chine ou le Brésil, de jouer la violence, je dirais, de la concurrence individuelle, entre guillemets, hein, à laquelle nous ne résisterons pas. Et donc, est-ce que nous ne sommes pas en train, tout doucement, de basculer dans une autre manière
de regarder économiquement, socialement et politiquement nos rapports les uns avec les autres. Voilà, c'est ça ma question. Merci, Frère Samuel. Alors, le tout dernier mot, ce serait de dire, même si on n'a pas abouti à un scénario central pour 2012, mais dans le fond, je ne l'attendais pas, je dirais qu'on a eu le privilège, dans un monde de plus en plus incertain, d'avoir un débat très riche et très utile pour alimenter notre réflexion et aussi pour bien poser les enjeux du prochain quinquennat. Donc, je vous propose de remercier chaleureusement nos intervenants. Voilà, on les applaudit à nouveau, tous.